Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, l'argument que nous avons présenté dans la vidéo précédente, qui est assez grossier, a négligé l'éventuel problème de divergence ultraviolette. Afin que la renormalisation ne détruise pas le résultat qui a été obtenu, il est obligatoire de choisir judicieusement les conditions de normalisation. Les soustractions à moment zéro doivent être évitées, puisqu'en effet, les fonctions de grid sont généralement divergentes infrarouges en ce point. Dans une théorie de masse nulle, il est plus sûr de choisir des points de renormalisation aux valeurs euclidiennes des moments. Par exemple, p carré égale moins mu carré négatif. La nécessité d'introduire un point de normalisation non nul implique qu'une théorie où les paramètres de masse physique s'annulent implique néanmoins une échelle de masse, mu. L'indépendance des quantités physiques par rapport à ce choix arbitraire conduit à des contraintes du groupe de renormalisation. On en reparlera. Ces considérations s'appliquent aussi aux théories qui impliquent des particules sans masse et des particules massives, comme en électrodynamique quantique. Les fonctions de grid sont finies à toute valeur euclidienne non nulle et non exceptionnelle des moments. Quand plus d'un moment externe s'annule, une analyse cas par cas est nécessaire. Il n'y a pas de traitement général de ces cas où les divergences infrarouges se manifestent. En résumé, si on laisse tendre tout ou partie des masses internes d'un diagramme de Feynman vers zéro, on ne rencontrera pas de singularité, pourvu que 1. Tous les nœuds soient de degré 4, plus 2. Les moments externes ne sont pas exceptionnels, 3. Il y a au plus un moment externe mou ou nul, 4. La renormalisation est effectuée en un certain point euclidien fixé. Ce qui arrive quand les moments externes sont prolongés à des valeurs euclidiennes aux valeurs sur la couche de masse physique est une question très difficile. Un corollaire du théorème précédent est intéressant. Considérons une fonction propre à deux points et supposons que son prolongement analytique à la région de Minkowski puisse être réalisé, et ce, en évitant les singularités de seuil. La fonction de grid, étant alors analytique jusqu'à cette région, reste finie, ainsi que sa partie absorbante. Grâce aux règles de Kutkowski, cela signifie que tout taux de désintégration totale vers des états finaux, impliquant des particules sans masse, sera fini. Ce résultat dû à Kinoshita est à comparer au théorème démontré par Lie et Levensky. Selon ce théorème, toute probabilité de transition dans une théorie impliquant des particules sans masse est finie pourvu que la somme sur les états dégénérés soit réalisée. C'est bien sûr ce que nous avons trouvé dans les exemples où on était concerné par l'émission de photons mous. Il doit être sous-entendu que des divergences supplémentaires peuvent apparaître quand des particules énergétiques collinéaires et sans masse sont produites. Mais ces cas sont aussi inclus dans la discussion que nous venons de mener. Alors, passons maintenant aux divergences ultraviolettes, ou plutôt au comportement ultraviolet, pardon. Le théorème de Weinberg, on va y venir. Alors, nous cherchons une relation précise entre le degré superficiel de divergence, oméga G, et de divergence ultraviolet, oméga G, et le comportement des intégrales de Feynman quand tous les moments externes sont très grands. Changer l'échelle de tous les moments en les multipliant par un grand facteur commun lambda est équivalent
d'un point de vue dimensionnel, à diviser toutes les masses internes par le même facteur lambda. Des moments très grands, c'est équivalent à des masses négligeables. C'est assez compréhensible quand on envoie une particule avec une énergie, avec un moment énorme, donc une énergie gigantesque, comme des électrons qui se heurtent, leur énergie est colossale par rapport à mc carré, l'énergie propre de masse de l'électron, et celle-ci alors n'intervient que peu. Donc, le problème est relié à la limite sans masse qui a été considérée jusqu'ici. Par simplicité, d'abord, considérons à nouveau une théorie scalaire sans couplage dérivatif. On sélectionne une fonction de Green, évaluée à des moments externes euclidiens, et on se restreint, pour le moment, dans le cas convergent ultraviolet. Après intégration, sur une variable d'homogénéité globale, la fonction paramétrique devient IGP est égal à gamma moins oméga G oméga G demi, pardon, divisé par 4pi exposant 2L fois l'intégrale de 0 à 1 du produit des d oméga L fois delta 1 moins somme des alpha L, d alpha L, pardon, somme moins 1 moins somme des alpha L fois la somme des alpha L ml carré plus QP alpha exposant oméga G demi divisé par P alpha au carré. Si les impulsions grand P sont dilatées d'un grand facteur, alors l'intégrale se comporte comme L lambda oméga G, à cause des termes ici. Souvenez-vous que oméga G est négatif par hypothèse, on a considéré le cas convergent ultraviolet, pourvu que l'intégrale pi L d alpha L, delta 1 moins somme des alpha L, fois QP alpha oméga G demi sur P alpha carré soit convergente. Cela dépend en retour de l'existence d'une limite masse 0, puisque la masse est posée égale à 0, donc l'existence d'une limite masse 0 de IG de P. On voit en particulier que le comportement pour lambda très grand est relié à la configuration des impulsions. Nous savons que si les moments euclidiens sont non nuls et non exceptionnels, alors une telle limite existe dans le domaine infrarouge. Dans ce cas, le comportement asymptotique est donné par le comptage de puissance sur IG. IG de P, lambda P, se comporte pour lambda tendant vers l'infini comme lambda exposant oméga G. Ce résultat se prolonge aussi au cas des diagrammes qui sont superficiellement divergents, mais renormalisés. Cependant, le comportement en puissance peut être modifié par des puissances de logarithme.
je ne donne pas le détail de ce résultat, de la déduction, je donne juste le résultat, se comporte alors comme lambda exposant oméga g fois somme de 0 jusqu'à un certain Q max de CQ LNQ de lambda fois un ordre en 1 plus ordre en lambda moins 1. Si la limite masse 0 est mal définie, par exemple si le diagramme contient des nœuds de degré inférieur à 4 ou des moments externes exceptionnels, on s'attend à des écarts à ce comportement, c'est-à-dire des puissances plus grandes que oméga g. On s'attend à d'éventuelles corrections logarithmiques. Voilà, alors on va passer dans la prochaine vidéo à un exemple et au théorème de Weinberg lui-même. Je vous remercie.